Bonjour, on va parler argent, on va parler en fait crypto-monnaie. C'est tout à fait nouveau pour certains. D'autres se sont déjà lancés. Et ensemble et avec MG, on va vous apporter toutes les clés. La crypto-monnaie, tout un programme. À mes côtés, on retrouve Eric Trouchet, qui devient célèbre avec ses web live. Bonjour, président. Bonjour Laurent. Ça va? Très bien, très bien. Vous avez des crypto-monnaies sur vous? Alors, j'en ai pas encore, peut-être demain. Les conseillers ne sont pas les On a notre spécialiste en plateau, on verra s'il arrive à me convaincre. En tout cas, vous avez des arguments très sincères à écouter et à développer tout au long de cette émission. Bonjour Quentin Singer. Bonjour Laurent. Vous êtes expert comptable. Alors vous êtes la jeune génération des experts comptables, il y en a chez MG et il faut s'adapter à tous ces courants. Et vous êtes un spécialiste de cette crypto-monnaie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre cursus? C'est le mélange un peu entre la finance et la technologie. J'aimais bien le monde de l'économie, j'en ai fait mon métier, et puis j'aimais bien aussi la technologie. Voilà, ça allie le meilleur de ces deux mondes. Alors on va voir le côté performant de la crypto-monnaie qui, depuis 2010, a fait une évolution incroyable. On y reviendra avec des chiffres clés tout à l'heure. Vous pouvez réagir avec ce web live en posant vos questions. Vous le savez, nous avons Aurélie qui est en fonction et derrière son ordinateur pour me transmettre les meilleures de vos questions et on répondra à tout le monde quoi qu'il en soit. Eric, on revient un peu sur ce sujet crypto-monnaie. Vous êtes précurseur chez MG dans ce domaine. MG a toujours été précurseur, on va dire, dans les nouvelles technologies pour mettre en place, que ce soit chez nos clients. Bien évidemment, on va dire qu'on s'est servi en premier, donc effectivement à l'intérieur du groupe, pour nos collaborateurs. Et c'est vrai que le sujet des crypto-monnaies, c'est un sujet vraiment d'actualité, donc ça nous a paru relativement cohérent de saisir de ce sujet, d'autant plus qu'effectivement, Quentin Singer, donc comme tu l'as dit Laurent, jeune expert comptable au sein des équipes MG, on est quand même une belle référence et un beau professionnel un peu spécialisé sur ce domaine-là. Alors Quentin, vous êtes né avec la crypto-monnaie. Je parlais de 2010, je ne suis pas loin de la bonne date. C'est né quand même bien après moi, mais effectivement, la crypto-monnaie est née... La crypto-monnaie est née en 2008. Donc il y a 14 ans à peu près, c'est Bitcoin, la première crypto-monnaie. C'est resté pendant longtemps au sein d'une communauté de passionnés qui ont testé en fait le protocole informatique, qui ont sécurisé tout ça. Et ça fait depuis quelques années qu'on assiste vraiment à une émergence grand public de la crypto-monnaie. Alors on peut dire que c'est un sujet d'actualité, pourquoi? Alors c'est un sujet d'actualité, je pense déjà par rapport au prix. C'est-à-dire qu'on a des variations du cours des crypto-monnaies qui sont très importantes à la hausse et aussi à la baisse. Pour donner un ordre d'idée, dans le cas du Bitcoin, il est passé de 1 euro en 2011 à 58 000 euros fin 2021. Vous faites rêver tout le monde. 1 euro en 2011. C'est ça. À combien vous dites? 52 000 euros à fin 2021, pour repasser aujourd'hui à peu près 42 000 euros. Donc on voit une hausse importante et aussi des baisses importantes. En dehors de ça, le marché de la crypto-monnaie est en plein développement. Donc, les capitalisations des crypto-monnaies, aujourd'hui, ont beaucoup augmenté. Alors, il n'y a pas que l'aspect spéculatif, Eric. Non, parce qu'au-delà de l'aspect spéculatif, on voit qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui gravite autour de ces crypto-monnaies, et notamment tout un tas d'applications qui se créent, des applications importantes, puisqu'aujourd'hui en France, on a ce qu'on appelle deux licornes. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours. Une licorne, c'est une entreprise dont la valorisation est supérieure à 1 milliard d'euros. Il n'y en a que 2 en France. On en a 2 françaises en tout cas. Lesquelles? Cocorico. On a Sorare et Ledger. D'accord. Elles font quoi, ces sociétés? Alors, Ledger, c'est une société qui va proposer un produit de sécurisation de ces crypto-monnaies. Et Sorare, c'est dans le monde du jeu. Elle va proposer des cartes à collectionner, un peu comme les cartes Panini. Est-ce que d'autres entreprises vont aller sur le chemin de la licorne? Parce que c'est quand même... c'est toujours pareil, c'est des entreprises qui font rêver. Quand on dit qu'une entreprise qui est partie de zéro, c'est un peu le modèle type de start-up et qui arrive à des valorisations supérieures à 1 milliard d'euros, c'est vrai que ça fait rêver. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à contrario, sont plutôt dans le schéma inverse et n'atteignent malheureusement pas toutes ces belles valorisations. On peut revenir sur la définition de la crypto-monnaie? Alors, on va parler un peu technique. La crypto-monnaie, c'est un actif numérique virtuel qui est basé sur la technologie de la blockchain. Alors, la technologie de la blockchain, on peut prendre l'analogie d'un livre. Une blockchain, c'est un livre qui est partagé entre tous les utilisateurs et qu'on peut modifier, qu'on peut consulter
et qui se met à jour automatiquement pour tous les utilisateurs tous ceux qui possèdent le livre. Donc il y a 2 innovations majeures en fait dans cette blockchain. Il y a le consensus, c'est-à-dire le fait que le livre se met à jour pour tout le monde au même moment, et il y a la sécurité, c'est-à-dire le fait qu'une fois que la transaction dans la blockchain la transaction est gravée en fait dans le marbre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la modifier, on ne peut pas revenir dessus. Alors, sur un plan juridique, ça a des causes, des conséquences ? Sur un plan juridique, la crypto-monnaie, c'est pas considéré comme une monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, elle est adossée à aucune institution et en fait, elle a aucun cours légal. Contrairement, je vais te dire, l'euro, le dollar, enfin voilà. Donc aujourd'hui, pour autant, il n'y a aucune disposition légale qui interdit de payer en crypto-monnaie. Donc on peut avoir des transactions qui sont faites en crypto-monnaie. Et ça bloque pas un peu certains acteurs ? Le fait que ça soit au niveau juridique Alors, on attend des réglementations à venir, justement, pour un peu donner des définitions juridiques et un cadre légal pour utiliser. Mais c'est vrai qu'en l'absence de réglementation claire, certains acteurs ne sont pas forcément prêts tout de suite, certains institutionnels, à s'engager sur ce terrain-là. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crypto-monnaie, c'est véritablement de l'argent. Ah oui, c'est véritablement de l'argent. Aujourd'hui, le marché total des crypto-monnaies, c'est environ 1900 milliards de dollars. Dans le monde entier. Donc on a un site qui s'appelle CoinMarketCap, qui est le site de référence en fait pour aller regarder la valorisation des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il y a à peu près 18 000 crypto-monnaies qui sont référencées sur ce site. Donc il faut bien comprendre que chaque crypto-monnaie représente la déclinaison d'un projet. Aujourd'hui, on a par exemple, en 2021, on a eu l'émergence de la finance décentralisée, c'est-à-dire la possibilité pour des acteurs en crypto-monnaie d'aller prêter de l'argent et aussi d'aller en emprunter. Sauf qu'avec la blockchain, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'institutionnel, c'est de gré à gré. Ça, c'est connu un fort développement en 2021. Et on a aussi, on en parlait tout à l'heure, le monde du gaming, le monde du jeu avec Sorare. Sorare, c'est des cartes de joueurs de foot à collectionner. Sauf que, comme les cartes Panini un peu, sauf qu'en fait, leur valeur va dépendre de la performance des joueurs de foot dans la vraie vie. Et donc, on a en fait une interaction entre un objet numérique et la réalité. C'est le poker des temps modernes. Alors, c'est plutôt de l'investissement, hein. On est plutôt sur une base d'investissement. Alors bon, ça fait quand même peur, c'est sur la tête d'un on va pas dire à nos auditeurs que leur vieux catalogue de cartes Panini valent des milliards d'euros, hein, mais aujourd'hui, c'est quand même des éléments de cotation basés sur des joueurs qui sont assez surprenants quand même, malgré tout. Et tout ça, c'est relativement virtuel, malgré tout. Alors, si on veut se lancer dans l'aventure de la crypto-monnaie, qui n'est plus une aventure, puisque c'est une base solide depuis plus de 12 ans maintenant, c'est quoi le mode d'utilisation ? Alors, c'est très simple. Pour acheter de la crypto-monnaie, il faut donc un ordinateur, donc se connecter à Internet, une connexion Internet et un compte en banque. On va aller simplement déposer de l'argent de son compte en banque sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie sur Internet. Et grâce à cet apport d'argent, on va pouvoir acheter n'importe quelle crypto-monnaie qui nous inspire. En sachant que les particuliers peuvent en acquérir et également les entreprises. Il y a des agréments obligatoires là-dessus ? Oui, alors sachant que les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi, notamment pour céder et faire de la transaction sur la crypto-monnaie en France, puisqu'il y a un agrément nécessaire qui s'appelle le PSAN. Alors c'est un peu barbare, mais prestataire de services sur actifs numériques. Aujourd'hui, on recense en France une 40aine d'entreprises qui le font, et c'est quand même un gage de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver sur le net beaucoup d'entreprises qui font de la transaction sur crypto-monnaie. Elles ne sont pas forcément toutes soumises à la même réglementation. Alors, combien dois-je investir ? Alors, chacun ses moyens, je dirais. C'est comme. Alors, ce qui est important, c'est pas de commencer avec des sommes importantes. Il faut être prêt à perdre. Step by step. Voilà, il faut être prêt en fait. Sentir le truc déjà. Oui, et puis il faut pas investir de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. La crypto-monnaie, il n'y a aucune garantie en capital et les cours peuvent varier à la hausse comme à la baisse très rapidement. Donc, il faut être prêt. Il faut commencer petit à petit, finalement, son initiation, en découvrant les acteurs, en découvrant le fonctionnement, comment ça fonctionne, pour pas se précipiter. Eric, dans ces temps instables, où on se dit où investir, c'est une manière de diversifier... Certains pourraient se poser la question de dire c'est une diversification de l'épargne. Bon, il faut quand même savoir que, comme vient de le dire Quentin, on est dans un schéma où il faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre, donc ce qu'on n'a pas besoin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des valorisations qu'il faut rêver. Tout à l'heure, on parlait du Bitcoin. Aujourd'hui, si j'avais investi 100 € en 2011, j'aurais 4 millions d'euros
Donc, vous regrettez là. Disons que c'est toujours facile a posteriori de se dire ça et de se dire si j'avais su. Ouais. Si on savait ce qui se passerait dans 10 ans, je crois qu'on serait tous en train de mettre de l'argent sur le Bitcoin. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, et Quentin l'a très bien dit tout à l'heure, 52 000 € à fin décembre, 42 000, où j'ai plus exactement les chiffres aujourd'hui, ça veut dire que la monnaie en question a perdu plus de 20% en 2 mois. C'est aussi énorme. Donc, si vous aviez acheté à 52 000 € à fin décembre, aujourd'hui, vous auriez un portefeuille qui aurait baissé de 20%. Donc, la volatilité des cours est extrêmement importante. Donc, ça peut paraître extrêmement intéressant parce que, bien évidemment, l'investisseur a tendance à regarder quand ça monte et pas quand ça baisse. Mais par contre, quand ça baisse et quand ça baisse très fortement, ça peut vite faire paniquer. Donc, d'où le conseil fort à propos de Quentin de dire attention, investissez que l'argent que vous ne souhaitez pas, que vous êtes prêt à perdre. Alors j'ai investi par exemple dans la crypto-monnaie, puis d'un coup je change d'avis, je veux récupérer des euros, des billets, des vrais. Comment ? C'est possible ? C'est tout à fait possible. De la même manière que vous avez acheté des bitcoins sur des plateformes d'échange sur Internet, et vous faites le même processus inverse. Vous allez déposer ces crypto-monnaies sur les plateformes d'échange pour récupérer des euros ou des dollars. Alors si on fait de la plus-value, on paye des impôts, j'imagine. Ah là, Quentin va être plus clair, mais malheureusement, effectivement, la case fiscale passe souvent par là. On est exactement. Alors là, on va parler que pour les particuliers, et qui font que quelques opérations par an. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 obligations principales. La première, c'est de déclarer les plus-values qu'on a réalisées. Les plus-values, aujourd'hui, elles sont taxées à 30%. Il y a quand même un élément important à prendre en compte, c'est le moment où on va se faire taxer au niveau de la plus-value. Et c'est important à comprendre. On va se faire taxer au niveau de la plus-value que quand on va décider de revendre ces crypto-monnaies pour avoir, comme on en parlait tout à l'heure, pour avoir des euros ou des dollars. Donc aujourd'hui, un conseil qu'on pourrait prodiguer pour éviter l'imposition des plus-values, c'est de garder l'argent qu'on a investi dans l'écosystème crypto et ne pas le ressortir. Puisque à partir du moment où on échange une crypto-monnaie contre une autre, on va être en report d'imposition. Très bien. La seconde obligation, c'est ? Seconde obligation, c'est que fiscalement, vous devez déclarer vos comptes en crypto-monnaie. Comme aujourd'hui, il y a une obligation de déclarer les comptes qui sont à l'étranger, les comptes en crypto-monnaie, là où il faut être vigilant, c'est que souvent les plateformes sont hébergées à l'étranger et c'est des structures étrangères. Et je pense que l'investisseur français n'a pas forcément ce réflexe, puisqu'effectivement on est sur le web, et quelque part on ne se pose pas la question de savoir où se trouve mon argent, on se dit il est sur le web, très bien, mais l'hébergeur, le propriétaire ou l'intermédiaire a souvent des serveurs ou une structure hébergée à l'étranger, et dans ce cas-là, d'un point de vue fiscal, on doit déclarer comme un compte bancaire dont on serait propriétaire à l'étranger. Alors on peut se poser des questions, est-ce qu'il y a des pièges dans la crypto-monnaie ? Eh oui. C'est assez fréquent même. On a des tentatives d'escroquerie par rapport à ça. Si on vous propose de vous connecter quelque part pour récupérer des sous, ou vous gagnez 50 fois en un jour votre mise, il y a de bonnes chances que ça soit une arnaque. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et je conseille également d'utiliser un mode de stockage sécurisé pour détenir ces crypto-monnaies. C'est-à-dire ? On sépare la transaction de son capital ? Oui, alors en fait, quand vous allez acheter des crypto-monnaies, ces crypto-monnaies vont être hébergées sur la plateforme dans laquelle vous les avez achetées. Maintenant, il est possible de transférer en fait ces crypto-monnaies sur son propre portefeuille, ce qui permet en fait d'éviter des piratages des plateformes. On en a parlé ces dernières années, et donc ça permet de protéger en fait ces crypto-monnaies. Donc on stocke ailleurs. On stocke ailleurs. Alors, oui et non. C'est-à-dire que la crypto-monnaie est toujours sur le réseau. Et par contre, on va utiliser ce qu'on appelle un portefeuille, un wallet en anglais, qui contient une clé publique, c'est votre RIB, et une clé privée qui va vous permettre de signer vos transactions. Et donc, vous pouvez tout à fait transférer vos crypto-monnaies de la plateforme où vous les avez achetées à un portefeuille privé avec une clé privée. Par contre, attention, si vous perdez la clé privée, vous perdez toutes vos crypto-monnaies. Ah oui, il faut être vigilant là. On a des exemples célèbres. C'est pas le banquier qui sauve la mise. Non, c'est déconseillé de sauver, en fait, de conserver sa clé privée sur l'ordinateur pour pas qu'on se fasse pirater. Mais en même temps, si on stocke sur un bout de papier sa clé privée puis qu'on perd le papier, on perd l'accès à sa crypto-monnaie. Bon, là, c'est gros warning. Oui, il y a certaines personnes qui même prennent leur code, le divisent en 3-4 parties et le mettent à 2-3 endroits différents pour justement ne pas avoir le code en totalité à un seul endroit. Comme dit Quentin, il y a
un exemple très célèbre où un informaticien a jeté son disque dur à la poubelle dans lequel il y avait 7500 bitcoins, ce qui représente aujourd'hui, Laurent, 315 millions d'euros. C'est perdu. C'est perdu. Ça fait mal. Il a perdu la clé. Donc c'est vrai que là, un coffre-fort, on va se dire, on va y aller au fer à souder. Bien que j'ai jamais essayé, je sais pas comment ça marche, mais là vous perdez le code, c'est terminé. Donc attention, grosse vigilance effectivement au niveau de ce stockage. On parle beaucoup de cyberattaques en ce moment, on a fait d'ailleurs une émission sur ce sujet il y a quelques temps avec MG. Ça a des conséquences là-dessus, il faut encore redoubler de vigilance en dehors de ces systèmes de clés, etc. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est les plateformes qui se font la plupart du temps attaquer, qui se font hacker, qui se font voler en fait des crypto-monnaies. Le réseau en tant que tel, Bitcoin, lui, il n'a jamais été hacké. Et il n'a jamais cessé de fonctionner depuis 2008. Et vu le prix du Bitcoin, beaucoup ont essayé de pirater le réseau, mais ils ne sont jamais parvenus. En revanche, effectivement, pour revenir sur la cybercriminalité, puisqu'effectivement on avait évoqué le sujet avec notre équipe MGSI, les ransomware qu'on avait évoqués à l'époque sont souvent demandés en crypto-monnaie, parce que la traçabilité justement du paiement est quasi impossible. Donc effectivement, vous fournissez une somme qui est demandée, et les escrocs, les pirates informatiques, se font payer de cette manière-là et récupèrent le bulletin. Et grâce à ce fameux code qu'évoquait Quentin, ils sont capables de récupérer sur n'importe quelle place dans le monde l'argent détourné de cette manière-là. Alors, par rapport à l'économie actuelle, en 2022, où il y a quand même pas mal de nouvelles perturbations qui sont arrivées, on va pas rentrer dans les détails, quelle perspective vous donnez à cette crypto-monnaie ? Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises qui sont impliquées dans ce système de crypto-monnaie, il y a d'énormes levées de fonds. On a, par exemple, sur l'année 2022, on en est, je crois, à 30 milliards de levée de fonds, alors qu'on était plutôt à 2 milliards sur l'année antérieure, 21 concernant 2020. Donc c'est vrai que l'évolution, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'investisseurs. On se rend compte que beaucoup plus de personnes est intéressées sur ce schéma-là. Alors ça reste un petit peu flou, ça reste un petit peu nébuleux. Quentin vient de nous l'expliquer, il y a vraiment ce sujet sur le web et cette manière d'investir qui n'est pas naturelle. On n'achète pas des actions, on n'achète pas des obligations, c'est pas de l'or, c'est pas du foncier. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui paraît un petit peu, je dirais, immatériel et peu concret pour la majorité d'entre nous. Pour autant, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quasiment 12% de la population qui détient des crypto-monnaies, des investisseurs, majoritairement des jeunes. Donc c'est quand même tendance un petit peu, Quentin évoquait tout à l'heure les jeux en ligne, les paris en ligne, tous ces éléments-là, qui font qu'effectivement les jeunes sont intéressés par ces éléments-là. Après, certains d'entre eux, alors question de génération, moi je sais que j'ai un fils qui est un petit peu dans l'aspect bancaire des choses, et pour rigoler, il en a quelques-unes, mais quand je dis pour rigoler, on parle de quelques centaines d'euros, pas plus, et effectivement, il joue à la hausse et à la baisse, parce qu'il est prêt à perdre 100 euros, mais ça va pas beaucoup plus loin. Maintenant, il y a des investisseurs qui ont quand même des sommes conséquentes sur ces supports-là. Vous côtoyez des gens déçus par la crypto-monnaie ? Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, des gens qui en fait vont rentrer dedans avec des montants importants et en fait le lendemain... Il n'y a pas de sésame, quoi. Non. C'est toujours pareil en fait, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut bien étudier les projets, il faut bien étudier l'écosystème crypto-monnaie, comprendre les mécanismes, la technologie, pour éviter de faire des mauvaises manipulations avec les privés, avec les publics, et puis étudier, et puis savoir pourquoi on y va en fait. C'est-à-dire ça varie très vite au niveau de la valeur, quoi, finalement. Ça varie très 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 vite, oui. Les jeunes projets en fait qui amènent vraiment une innovation sont capables de se valoriser très très rapidement. Mais généralement, quand nous on est au courant, c'est qu'en fait on a quasiment atteint le sommet et voilà. Donc il faut avoir connaissance de tout cet écosystème et il faut l'étudier de près. On a une question, qu'est-ce qu'un NFT ? Alors les NFT, effectivement, ça s'est bien développé en 2021. C'est des non-fungible tokens. Alors, c'est des actifs numériques virtuels, mais uniques. C'est-à-dire que les bitcoins, que j'achète un bitcoin ou qu'Eric il achète un bitcoin, c'est le même en fait. Ils sont interchangeables. Les NFT, c'est des jetons numériques comme bitcoin, sauf que ils sont uniques. Et donc, pour la première fois, on a créé en fait ce qu'on appelle la rareté numérique. Donc, le fait de pouvoir posséder un objet virtuel. Et donc aujourd'hui, on retrouve des NFT dans l'art, on retrouve dans... on a parlé le monde du gaming, on a aussi un tweet qui s'est vendu sous forme de NFT. Et donc il y a il y a toute une hype autour de ça qui fait que ça augmente certaines valeurs, mais pour autant, la technologie, elle est importante.
Alors, une bonne décennie d'existence, on l'a dit, hein, depuis 2010. La réglementation, elle s'est mise en place au fur et à mesure. Elle va encore évoluer? Alors, elle évolue forcément compte tenu de l'importance et de l'évolution que prennent les crypto-monnaies dans le monde de l'investissement. Donc, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont faites au niveau européen pour essayer de contrôler tout ça sans pour autant entraver l'utilisation de la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des cellules d'études qui vont essayer de sortir, de présenter un texte de manière à pouvoir réglementer et certainement sécuriser un peu plus, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises qui peuvent être plus ou moins, on va dire, sérieuses sur le sujet de la crypto-monnaie. Donc si on revient à la case départ, vous disiez on a besoin d'un ordinateur, de se connecter et tout se passe bien. C'est quoi votre rôle dans tout ça, Quentin? Eh ben justement, la fiscalité là-dessus, elle est très mouvante. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner nos clients pour se conformer à leurs obligations fiscales. Et puis aussi, nous, on accompagne nos clients dans l'économie. Donc ça va faire partie de l'économie, c'est en croissance. Il faut qu'on puisse, nous, être sensibilisés à ces sujets-là pour qu'on puisse les expliquer à nos clients. Donc vous disiez tout à l'heure, pour se mettre un petit peu en gymnastique, mettre l'équivalent de 100 €, 200 €, pas plus? Alors 100 €, 200 €, puis forcément, quand on évoque je mets 100 €, 10 ans après, je récupère 4 millions d'euros, ça fait rêver beaucoup d'investisseurs. Ça, c'était avant, mais non, aujourd'hui, je pense que Quentin pourra en parler. Il y a des crypto-monnaies qui se créent pas chaque jour, mais presque, et qui sont supportées, on n'en a pas parlé, parce que derrière chaque crypto-monnaie... On avait fait une émission avec des locaux à Chambéry, qui avaient, lors de la Foire de Savoie en septembre dernier. Alors, il y a plus ou moins de réussite. Et à chaque crypto-monnaie, enfin peut-être que Quentin, tu pourrais nous en dire deux mots, mais il y a un projet derrière qui est attaché à la crypto-monnaie. Et donc, c'est vrai qu'il y a des sensibilités aussi d'investisseurs qui se disent, tiens, je vais investir sur cette crypto-monnaie-là parce qu'elle est dans les énergies renouvelables, parce qu'elle est dans tel ou tel support et sujet qui se cache derrière. Donc, il y a aussi un intérêt d'investisseur. Pour autant, comme l'a dit Quentin, c'est vrai que le côté investisseur qui prend une des trop grosses plus-values sur des temps très courts reste très intéressant, mais il faut être à l'origine de la crypto-monnaie, et ça, c'est effectivement de la veille permanente. Alors, c'est pas notre rôle à nous, entreprise MG, de faire de la veille permanente sur ces sujets-là. On est là quand même pour conseiller. Comme l'a dit Quentin, on est là pour expliquer toute la partie fiscale, réaliser les différentes formalités qui sont engendrées par ces décisions de crypto-monnaie, mais en aucun cas, on n'a ni la compétence ni la capacité de dire il faut y aller ou il ne faut pas y aller, sachant que c'est, encore une fois, un placement qui est risqué. Un mot sur cette diversité. Là, je parlais de la monnaie locale, crypto-monnaie locale à Chambéry il y a quelques temps. Je ne sais pas d'ailleurs si elle existe encore. C'est des choses qui peuvent apparaître, disparaître. Oui, totalement. En fait, la valeur, elle peut monter très très vite parce qu'elle n'est pas corrélée finalement aux fondamentaux du projet. Si c'est quelque chose qui est à la mode, il va y avoir beaucoup de gens qui vont investir dessus parce qu'ils vont se dire, allez, ça va augmenter demain. Et comme c'est accessible assez rapidement, vous avez tout un tas de gens qui peuvent arriver dessus, mettre beaucoup d'argent dans un laps de temps très court, donc fortement augmenter la valeur du cours. Mais une fois que les gens ont atteint leurs objectifs, ils revendent et entre guillemets, tout descend. Donc, c'est un placement... Il y a forcément des perdants alors, dans le jeu. Il y a forcément des gagnants. Oui, tout à fait. Et c'est le principe de quelqu'un qui va boursicoter. Hein. Sauf qu'on est sur quelque chose de beaucoup moins matériel et qui est adossé sur quelque chose de beaucoup plus volatile. Donc, volatilité à la hausse ou à la baisse. Maintenant, effectivement, on peut aussi, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, Quentin, mais sortir du schéma d'une crypto-monnaie pour l'asseoir sur ce qu'on appelle stablecoin, voilà, merci Quentin, qui en fait est une monnaie qui est assis ou attaché à de l'euro, du dollar et donc à une stabilité. Le temps de dire je vais réinvestir ces sommes sur une autre crypto-monnaie pour éventuellement remonter. Donc il y a vraiment une technique malgré tout d'investisseur. Donc step by step, je disais encore tout à l'heure, il faut commencer par des crypto-monnaies reconnues. Alors, ça dépend du profil de l'investisseur. C'est-à-dire, si vous souhaitez avoir un profil plutôt d'investisseur sur le long terme, effectivement, c'est peut-être mieux d'aller sur des crypto-monnaies connues, qui ont une faible volatilité, bien que. Et puis après, si vous voulez vraiment avoir des gains rapides, allez sur quelque chose de risqué, mais encore une fois, vous risquez de perdre rapidement votre investissement. Vous écoutez, la crypto-monnaie, pour conclure, c'est l'opportunité de demain et d'aujourd'hui ? Je dirais c'est une opportunité. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est une opportunité à saisir en fonction d'un profil d'investisseur ?
Est-ce que j'ai envie de risquer c'est un peu qui tout double quand même. Quand on regarde a posteriori, on dit « Ah, si j'avais su ». Pour autant, quand il faut faire le chèque, eh ben, on se dit que le chèque, peut-être qu'on le reverra jamais, ou peut-être qu'il sera x100. Donc, c'est un peu les deux. C'est aussi en fonction de la connaissance des marchés et de se dire je crois à cette crypto parce que derrière, il y a un projet qui, moi, me correspond et sur lequel je pense qu'il y aura du développement. Voilà, donc c'est quelque chose de risqué. Certains disaient que ça disparaîtrait, que le Bitcoin finirait par disparaître complètement. Alors, on a dit ça il y a 4, 5, 6 ans, 7 ans, c'était à 10 000 € le Bitcoin. On se disait, mais c'est de la folie. Aujourd'hui, on est à 50 000 € de Bitcoin et on se dit, mais c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que demain, le Bitcoin va monter à 200 000 €? Et Laurent, on aurait peut-être dû tous les trois investir de fortes sommes d'argent aujourd'hui en se disant que dans 10 ans, si le Bitcoin est à 200 000 €, bah, on aurait fait x4. Pour autant, aujourd'hui, on pourrait peut-être faire 0 si ça disparaît et si le Bitcoin est oublié. Le Bitcoin n'étant qu'une des crypto-monnaies. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Quentin, bien sûr, si vous voulez être accompagné, appelez Quentin, appelez MG. Et puis, à bientôt pour un nouveau web live, pour un autre thème, puisque nous suivons l'actualité un petit peu de l'économie et puis les besoins des entrepreneurs et des investisseurs. À bientôt.